Quand nous pensons aux missiles air-sol ou air-air utilisés par les avions de combat, nous pensons probablement, par exemple, à la guerre du Vietnam, ou même beaucoup plus tard, aux années 70 et 80. Mais saviez-vous qu'il existait des missiles air-air guidés et aussi des roquettes pendant la Seconde Guerre mondiale? Tous ces éléments ont été utilisés par des maisons pour attaquer différents objectifs dans l'air et au sol. Aujourd'hui, nous parlerons de tous les modèles de missiles et des roquettes qui existaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Et surtout à quel point ces roquettes étaient efficaces. La roqueterie et les missiles sont des concepts qui sont nés presque en même temps que l'aviation militaire. Avant d'aborder l'histoire précoce de la roqueterie, nous devrions connaître la différence entre une roquette et un missile. En résumé, une roquette est un projectile autopropulsé qui n'a pas de guidage, tandis que les missiles sont des projectiles autopropulsés qui ont un guidage, dans l'air. Les missiles sont apparus plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, et nous en parlerons plus tard. Les premiers à apparaître ont bien sûr été les roquettes. Le premier missile air-air a été utilisé en mai 1916 lors de la bataille de Verdun. C'était le Lepure Rocket. Il ressemblait plus à une fusée pyrotechnique qu'à autre chose. Il était monté sur les ballons d'observation et sur les ailes des biplans français. Ils avaient une longue tige stabilisatrice et une tête explosive de 200 grammes, avec une portée de 110 mètres. Et même si cela semble fou, ceux-ci étaient relativement utiles. Ils ont servi contre les zeppelins allemands, et étaient même occasionnellement utilisés pour attaquer les troupes au sol. La technologie continuerait à se développer lentement mais sans interruption jusqu'en 1939, où la première perte confirmée d'un avion par un missile aurait lieu. Dans la bataille de Baikal-Kingol en Mongolie entre l'Union soviétique et l'Empire du Japon, un groupe de castes Polikarpov, un 16, a détruit 16 maisons et 3 bombardiers japonais, avec les roquettes RS-82, l'un des premiers roquettes à être utilisés dans les avions de combat. Il avait une portée impressionnante de 6,2 km. Les RS-82 ont été testés pour la première fois en 1932, mais ont commencé à être utilisés dans les chasseurs soviétiques une fois que le rail pour les missiles R-82 a été développé. Des versions pour attaques au sol ont également été développées, les RS-132, pour être utilisés dans les bombardiers Tupolev SB, les deux roquettes ayant des résultats un peu médiocres. À 500 mètres, les RS-82 avaient une précision de 1,3%, tandis que les RS-132, lorsqu'ils étaient tirés sur des colonnes de chars, avaient une précision de 3,1%, ce qui était dérisoire. Cependant, ces roquettes ont donné naissance aux lance-roquettes multiples Katyusha, créant ainsi toute une branche de l'artillerie. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, il semble y avoir eu un boom dans le développement de la roquette. Et le missile, les Allemands étant les principaux promoteurs de ce nouveau mouvement. Les Allemands ont inventé la Gewehr-Grenade 21, ou BR-21 abrégé. En 1942, les bombardiers alliés se rassemblaient en grands groupes pour que leurs mitrailleuses défensives créent des rideaux de feu, rendant impossible pour les chasseurs ennemis de s'approcher d'eux à moins de 500 mètres. La solution à cela a été les BM-21. Les roquettes BM-21 avaient une portée maximale de 1,2 km, ce qui permettait aux Allemands d'attaquer à des distances d'environ 1 km, où le risque d'être touché par des projectiles de mitrailleuses défensives était vraiment faible. Il était stabilisé par rotation et propulsé par un moteur de fusée à carburant solide de 18 kg, tandis que sa tête militaire pesait 40 kg. Celle-ci générait une explosion de 30 mètres de diamètre et était activée par une fusée à percussion. Il était monté sur l'aile de nombreux chasseurs et bombardiers comme les FW-190 et les Me-110, 210 et 410. Ils ont même été utilisés dans leurs derniers mois de service, sur les Me-262. Ils ont été retirés, parce qu'ils étaient extrêmement lents. En étant lents, ils avaient une chute balistique considérable, ce qui faisait que même leur monture avait une inclinaison de 15 degrés pour pouvoir réduire quelque peu la chute. Lorsqu'il a été retiré du service, de nombreux modèles vraiment intéressants ont émergé, parmi lesquels le OR-4M, qui a été utilisé de manière notable par les Me-262. Les gens ne pensent généralement pas à quel point les M262 étaient technologiquement avancés. Ces derniers n'étaient pas seulement propulsés par des moteurs à réaction, mais possédaient également les premiers systèmes de roquettes et de missiles vraiment utiles et efficaces de l'histoire. L'introduction des R4M a considérablement augmenté la létalité des Me-262.
Lorsque les Me-262 ont été déployés, les Allemands ont réalisé que cet avion avait un armement qui limitait les capacités de l'appareil. Il avait initialement 2 canons Mk-108 de 30 mm. Ils étaient puissants. Avec seulement 4 tirs, ils pouvaient abattre un bombardier allié. Ces canons à haute vitesse étaient quelque peu imprécis, de sorte que les Me-262 devaient réduire leur vitesse de vol pour augmenter la précision des tirs, devenant ainsi plus vulnérables sur le champ. Les R4M étaient la solution à ce problème, permettant aux Me-262 d'attaquer à très grande vitesse. Les R4M avaient une vitesse de 500 mètres par seconde, presque celle d'un projectile de mitrailleuse, et avaient une charge explosive de 520 grammes, qui générait une explosion similaire à celle des BM-21. Leurs détonateurs étaient actionnés par le temps et par contact, et leur portée maximale était de plus de 1500 mètres. Étant petits et légers, les Me-2-162 pouvaient avoir plusieurs d'entre eux sur les ailes. Les montures en bois pouvaient porter un total de 12 roquettes, aussi curieux que cela puisse paraître dès leur mise en service. On a vu ce qu'ils pouvaient faire. Le 4 avril 1945, un bombardier B-24 a été touché en plein centre par l'un d'eux. Seul l'opérateur radio a survécu à l'abattage. Les projectiles de 30 mm des canons Mk-108 étaient des charges explosives qui pénétraient à l'intérieur des structures de l'avion et explosaient sur place, comme nous l'avons dit précédemment. Seulement 4 de ces tirs suffisaient pour abattre un seul B-24, car les R4M avaient une capacité destructrice 6 fois supérieure. Un impact de RM4 au centre était 100% mortel, tandis qu'il pouvait causer de graves dommages dans les zones environnantes. La participation la plus remarquable de ces missiles a été vue le 18 mars 1945. 1200 bombardiers ont été envoyés pour réduire Berlin en décombres, escortés par 733 chasseurs alliés. Parmi tous les avions envoyés pour la défense de Berlin, 33 Me-262 équipés de missiles R4M ont été envoyés. Ils ont abattu 13 bombardiers lourds, ne perdant que 2 chasseurs dans le processus. Donc techniquement, l'efficacité des Me-262 avec les roquettes R4M était de 6,5 bombardiers pour chaque perte, ce qui était assez impressionnant et vraiment remarquable. Malheureusement pour l'Allemagne, ces roquettes sont arrivées très tard et n'ont duré que 7 semaines en combat. La dernière chose que nous avons pu voir de l'Allemagne dans ce domaine a également été la plus impressionnante. Nous parlons du premier missile guidé de l'histoire. Le missile X4 conçu pour les Me-2. Si-2. C'était énorme, mesurait 2 mètres de long et pesait 60 kg. Il était composé d'une fusée à l'extrémité, puis de sa charge de 20 kg fragmentaires au centre. Il y avait son système de propulsion qui était biliquide, et il avait un réservoir d'air comprimé pour pousser le carburant vers le moteur. À l'arrière se trouvait le système de guidage du missile, également par les ailerons arrière qui fournissaient l'orientation, et enfin les ailerons principaux de celui-ci, où les câbles étaient connectés. Le système de guidage était guidé par 3, avec 7 mètres de câbles, puis un système de localisation acoustique synchronisé avec le bruit des bombardiers, le guidait vers ceux-ci. Explosant à proximité de ceux-ci, lors de leurs essais, ils ont été assez efficaces, mais n'ont pas eu le temps d'entrer en combat. Et on dit que ces derniers, ayant été volés après la guerre, ont donné naissance aux premiers missiles guidés modernes. La roquette n'est pas seulement un concept que les Allemands auraient monopolisé. Par exemple, il y a beaucoup d'exemples du côté allié. Les Américains mettaient des roquettes à l'arrière ou à l'avant de leur B-24 pour les protéger des intercepteurs, le lanceur M10. C'était un lance-roquettes triple qui serait équipé des roquettes M8 introduites en 1940 et également utilisées sur Terre par les lanceurs de 34 Calliope montés sur les M4 Sherman. Ceux-ci étaient rechargés à l'intérieur par un chargeur et étaient opérés par l'artilleur qui opérait également les mitrailleuses antiaériennes arrière. Les P-47 Thunderbolt porteraient également ceux-ci en dessous pour effectuer des attaques au sol. Ces roquettes étaient généralement très bonnes. Cependant, en l'air, elles laissaient beaucoup à désirer. Elles étaient relativement lentes et n'atteignaient que 900 km/h avec une charge explosive qui équivalait à peine à 1,9 kg de trinitrotoluène. Pour l'air, des roquettes encore plus puissantes ont été développées. Les H-bar, également connus sous le nom de Holy Moses, étaient les successeurs des F-bar, également pas très efficaces mais utiles. Ces roquettes étaient les plus avancées, utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, probablement atteignant les champs de bataille, vers la fin de 1944. Leur explosion avait un équivalent en trinitrotoluène de 3,7 kg
et elles étaient même si bonnes qu'elles ont été retirées de l'inventaire de l'armée de l'air jusqu'en 1965, ce qui était incroyable compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une roquette de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous pouvez le voir, les roquettes et les missiles étaient des technologies existantes pendant la Seconde Guerre mondiale, étant très impressionnant comment tous les côtés ont utilisé ces technologies naissantes à leur avantage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et bien sûr nous nous verrons dans la prochaine.